Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la réhabilitation de la route Kankan-Mandiana. Le président Alpha Condé s'est rendu sur le chantier pour voir le niveau d'avancement des travaux. Bientôt la fin du calvaire des routiers. Les routes, véritable préoccupation, 186 millions d'euros vont être injectés dans la réhabilitation des voiries urbaines de Conakry. Le projet est adopté à l'Assemblée nationale. Il inclut la nationale numéro 1. Immersion ce soir dans l'univers des artisans. La foire artisanale de Guinée tient toutes ses promesses. La baie vibre au rythme de création à découvrir ce soir. Cette 4e édition va se poursuivre jusqu'au mois de janvier. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par ce décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont désignés en qualité de membres au conseil d'administration de l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Présidente, Madame Christine Sagno, ingénieure agronome, ancien ministre. Membres, Alassane Doumbouya, économiste, représentant de la primature. Monsieur Kernoma Diosso, directeur national adjoint du budget, ministère du budget. Monsieur Thomas Makolé, chef de division contrôle comptable des collectivités décentralisées à la direction nationale du Trésor au ministère des Finances. Monsieur Alousseni Kaba, inspecteur général des mines au ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Oumar Traoré, conseiller au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Monsieur Aboubakar Kaba, directeur général Institut national de la statistique au ministère du plan et du développement économique. Monsieur Mamadou Dramé, président de l'Association nationale des communes de Guinée. Monsieur Mamadi Keïta, président de la CONASOC, représentant des organisations de la société civile guinéenne. Représentant des élus locaux, un maire d'une commune urbaine de Conakry, un maire d'une commune urbaine de l'intérieur du pays, un maire d'une commune rurale. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de publication sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 11 décembre 2018, professeur Alpha Condé. Cette audience du président Alpha Condé, il a reçu une délégation de l'Agence française de développement au menu des entretiens des sujets de développement. L'AFD est un partenaire important de la Guinée. Compte rendu d'audience, Abdul Karim Condé. C'est une forte délégation de l'Agence française de développement AFD de Paris, composée du futur directeur de l'AFD à Conakry et le directeur régional de l'AFD basé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une visite de revue de portefeuille, discutée avec le président de la République, professeur Alpha Condé, et les membres du gouvernement, rassurer le chef de l'État du soutien de l'appui de l'AFD à la Guinée. On est venu pour une visite de revue de portefeuille et surtout pour discuter avec le président et le gouvernement de nos financements à venir en assurant le président de notre soutien permanent pour l'appui au programme national de développement économique et social de la Guinée avec une augmentation de moyens à venir dans les prochaines années, sachant qu'aujourd'hui l'appui de l'AFD il est sur les secteurs de l'agriculture qui est un secteur stratégique, des infrastructures énergie et eau, et de l'éducation, l'emploi, la formation et la gouvernance, l'appui à la gouvernance de la Guinée. Et donc on va poursuivre cet appui sur ces secteurs-là avec, dès 2019, un renforcement des moyens, notamment en subventions. L'Agence française de développement a apporté un soutien de 100 millions de dollars à la Guinée en 2018 et elle compte apporter en 2019 120 millions de dollars. La route Kankan-Mandiana, les travaux reprennent après 2 ans d'interruption. Récemment, le président Alpha Condé était sur le chantier. Le chef de l'État voulait relancer ces travaux en insistant sur leur importance, notamment dans la liaison routière entre la Guinée et 2 pays voisins. Ansoumane Toumani Camara. Avant de lancer officiellement le redémarrage des travaux de construction de la route Kankan-Mandiana, le président de la République a parcouru les 17 km déjà terminés depuis 2 ans.
Il a aussi visité la base logistique de l'entreprise Guiter qui exécute ces travaux. La construction de la route Kankan-Mandiana redémarre ainsi après 2 ans d'arrêt, faute de financement pour la deuxième tranche dite optionnelle. 126 millions d'euros sont débloqués par l'État guinéen et l'entreprise contractuelle sous l'œil vigilant du bureau de contrôle d'y être dans toutes les conditions pour la continuité des travaux et avec qualité sur les 76 km restants. Je peux rassurer la population et la communauté et les gens qui utilisent, les personnes qui se déplacent beaucoup entre Kankan et la frontière du Mali, que cette fois-ci, le projet démarre pour de bon, parce que avant c'était la recherche de financement. Dieu merci, maintenant nous avons les accords, il y a le financement, il y a le budget qui est alloué pour réaliser cette route-là, et les moyens, comme j'ai dit à Guiter, sont là pour réaliser ces travaux-là pendant 24 mois. Dans ces travaux de construction de cette route sous-régionale, de nombreuses modifications sont à faire sur l'ancien tracé. Aussi, 3 grands ouvrages d'art, dont un de 60 mètres et 2 autres de 40 mètres chacun, seront réalisés. La chaussée est construite selon le standard de la CEDEAO. Donc c'est une route qui a 2 voies et de 3,50 mètres chacune. Donc on a une chaussée de 2 fois 3,50 mètres qui sera bordée par des accotements de part et d'autre de largeur 1,50 mètre. Et la chaussée, le corps de chaussée comprend une couche de fondation qui est en graveleux latéritique naturel, améliorée à 30% de graves concassés. Donc c'est de la lithostabilisation. Donc la couche de fondation sera en lithostabilisation. Et au-dessus de cette couche, on va poser une couche de base en grave bitume sur une épaisseur de 10 cm. Et c'est sur cette couche de base qu'on va mettre la couche de roulement en enrobé, en béton bitumineux, d'épaisseur 5 cm. Et ces caractéristiques, c'est dans la section courante. Au niveau des agglomérations, on pourrait changer un peu, le standard pourrait varier un peu. Le tronçon Kankan-Mandiana permet de relier à la fois la Guinée au Mali et à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les autorités guinéennes recherchent des financements extérieurs pour les travaux des 56 km qui mènent à la frontière malienne. Déjà, les études topographiques sont en cours. Voirie urbaine de Conakry, 186 millions d'euros vont être injectés dans la réhabilitation des routes de la capitale. Les députés étaient divisés sur la question, mais le projet passe à la majorité. Il inclut également des travaux sur la nationale numéro 1. Robert Siditolno. L'Assemblée nationale ouvre la voie à la matérialisation de la coopération stratégique sino-guinéenne. Le premier accord porte sur la reconstruction et la réhabilitation des voiries de la capitale Conakry pour un montant de plus de 186 millions d'euros. C'est dans le but de désengorger le trafic dans la capitale, mais aussi de moderniser les infrastructures routières de Conakry. Le remboursement de ces prêts se fera par l'ouverture d'un compte séquestre qui sera alimenté par la taxe à l'exploitation et à l'exportation du minerai, toutes les taxes commerciales sur oxyde d'aluminium, toutes les amendes et pénalités et obligations, garanties, indemnités et compensations, droits d'entrée et toute autre taxe payée d'avance dans le cadre des projets de Chalco, CDM Enan et China Power Investissement. Le second accord de crédit entre la Banque industrielle et commerciale de Chine et la Banque Import-Export de Chine et la République de Guinée vise la reconstruction de la route Koya-Dabola pour une enveloppe financière de plus de 328 millions d'euros. C'est un projet de 33 mois. Dans le cadre de ces 2 projets, le financement est en fait semi-concessionnel parce que la partie don qui vient de la partie Exim représente 23%. Donc on a 23% qui viennent sous forme de dons. Dans le but d'adopter le code maritime guinéen qui date de 1995, l'Assemblée nationale a par la suite adopté un nouveau code maritime qui tient compte des exigences des textes régionaux et internationaux en s'appuyant sur les questions de sécurité, de sûreté, de la formation des agents et de la préservation de l'environnement. Avant l'adoption de ces nouveaux codes, l'Assemblée nationale a fait certaines recommandations. La réduction des encombrements au niveau du port pour faciliter son
extension dans le futur. La création d'un deuxième port commercial en raison de l'accroissement des activités commerciales au fil des ans. En raison de la complexité et de la multiplicité des activités maritimes, renforcer les capacités humaines et matérielles de la Direction nationale de la marine marchande. Le ministre des Transports s'est dit satisfait de l'appui de l'institution parlementaire en prenant en compte les préoccupations du gouvernement. Avec plus de 300 km de façade maritime, nous disposons d'atouts favorables pour mettre en valeur les richesses halieutiques, énergétiques et touristiques concentrées dans nos eaux territoriales et ainsi contribuer au développement durable et à la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, je voudrais souligner que ce texte est le fruit d'une série de concertations avec tous les acteurs publics et privés dont les missions et les activités ont un lien avec la mer. La plénière s'est poursuivie par l'examen et l'adoption des budgets sectoriels alloués au département ministériel en 2019. Et puis ce communiqué par lequel le ministère des Travaux publics informe qu'en raison des travaux entamés dans le cadre du programme de réfection, d'aménagement et d'entretien de la voirie urbaine, de la voirie et du réseau routier de Conakry, des perturbations sont enregistrées dans la circulation et causent des désagréments aux populations et aux usagers des axes concernés. Afin de réduire au minimum ces désagréments, le ministère travaille avec les entreprises contractantes à l'effet d'instituer de nouveaux horaires d'intervention tout en garantissant une bonne exécution des travaux. C'est pourquoi, en tenant compte des heures de pointe et des flux observés sur les axes d'intervention, les travaux s'effectueront désormais de 21h à 6h et de 10h à 15h. Ces nouveaux horaires s'observeront petit à petit sur l'ensemble des chantiers ouverts. Le ministère des Travaux publics s'excuse encore une fois auprès des usagers et prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter au maximum les difficultés auxquelles sont confrontés les usagers dans les 5 communes de la capitale. Conakry le 11 décembre 2018, signé Moustapha Naïté. On revient à l'Assemblée nationale où le ministre de l'élevage a fait son passage samedi dernier. Il défendait le budget 2019 de son département, une proposition de plus de 29 milliards de francs guinéens pour financer tous les programmes qui sont ciblés. Abdoulaye Diallo. C'est le premier face-à-face entre le ministre de l'élevage et les élus du peuple. Roger Patrick Milimono est venu présenter et défendre le projet de budget sectoriel 2019 de son département. Deuxième secteur du monde rural, l'élevage procure des revenus à 30% de la population rurale guinéenne. Contrairement à 2018, la projection budgétaire pour 2019 passe de 16 à 29 milliards. Les ressources qui lui sont allouées ne représentent qu'environ 3% du total affecté au secteur agricole, ce qui est nettement en dessous des 30% recommandés par la conférence des ministres en charge de l'élevage de l'Union africaine réunie à Kigali en 2007. Le disponible national per capita en produits animaux est jusqu'à présent en deçà des objectifs de 15 kg de viande, 15 litres de lait hors importation et 1,4 kg d'œufs fixés dans le cadre de la sécurité alimentaire. Dans cette projection, le département met un accent particulier sur les initiatives présidentielles. De 100 vaches inséminées dans 6 préfectures en 2018, le ministère compte atteindre en 2019 10 000 vaches dans 20 préfectures. L'autre initiative consistera à développer l'élevage porcin pour booster sa production en Guinée. 445 reproducteurs ont été rapportés conformément à la demande exprimée par les producteurs de la Guinée forestière. 100 éleveurs ont reçu les différents noyaux variant de 3 à 4 têtes, comprenant soit un mâle et 2 femelles, ou un mâle et 3 femelles. À ce jour, malgré des taux de mortalité de 6,52% chez les géniteurs et de 16,85% chez les jeunes, il a été obtenu un effectif de 2318 jeunes porcs viables
par les 445 reproducteurs durant les 14 mois de mise en œuvre de l'initiative, soit plus de 5 fois l'accord des reproducteurs. Plusieurs questions ont dominé cette autre plénière. Il s'agit notamment de la situation de la construction de l'abattoir central de Guinée, les conditions d'abattage et le transport de la viande. Malgré le faible niveau de son budget par rapport aux attentes, le chef du département promet de faire face à toutes ces préoccupations de la représentation nationale. À la primature, une mission de la CEDEAO a été reçue en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. Au menu des entretiens, la prévention des conflits dans la sous-région. 5 pays ont déjà leur mécanisme d'alerte précoce. Un engagement politique de Conakry est attendu sur la question. Adi Kamara. C'est une mission de la CEDEAO. Elle est venue rencontrer le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Il s'agit ici de discuter de la mise en place d'un centre d'alerte précoce en Guinée. L'objectif, c'est d'une certaine manière de nous préoccuper, vous voyez, en amont de toutes ces menaces à nos populations, que ce soit dans le domaine des crises alimentaires, dans le domaine des inondations, dans le domaine de la santé, les épidémies, les pandémies. On a vécu ici en Guinée la maladie à virus Ebola. Vous voyez, où on disait que la CEDEAO était arrivée un peu tard. Mais avec le mécanisme que nous sommes en train de mettre en place, ça va faire la présence de la CEDEAO ici au niveau de la Guinée dans ce domaine, et ça va faire en sorte qu'on pourra réagir beaucoup plus tôt. C'est une manière de prévenir les conflits afin de maintenir la paix dans la région. Là-dessus, la CEDEAO veut s'impliquer efficacement dans la mise en œuvre de ce mécanisme de contrôle et de gestion des conflits. Nous avons installé ces centres au niveau du Mali, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Présentement, nous étions sur le Nigeria, que nous allons lancer dès le mois de janvier. Et par suite, nous sommes en mission de sensibilisation ici en Guinée et aussi en Sierra Leone. Il y a aussi le Togo et la Gambie, et nous comptons compléter ces 5 centres d'ici la fin du 2e trimestre 2019. Déjà, le gouvernement montrait toute sa détermination à accompagner la CEDEAO dans toutes ses activités liées à la prévention et à la gestion des conflits dans la région. Il faut dire que cette campagne est une initiative des chefs d'État de la sous-région. L'objectif est de résoudre les crises en amont. Les centres de coordination sont des structures de prévention. Leur rôle est de contribuer à la consolidation des acquis de la démocratie. Maurice Sidibé. En 2015, les chefs d'État de l'espace CEDEAO ont décidé de mettre en place des mécanismes nationaux d'alerte précoce et de réponse. La création des centres d'alerte dans chaque pays membre est une nécessité pour mieux prévenir les conflits et garantir la paix et la sécurité dans la sous-région. Ce centre qui va se situé sous l'ancrage du Premier ministre de la République de Guinée va permettre de travailler avec tous les ministères concernés, avec la société civile, les médias, toutes les parties prenantes pour aider à prévenir les risques que nous courons aujourd'hui dans la sous-région, de vite conseiller les chefs d'État sur la réponse à apporter à toute situation de crise dans chaque pays. Il faut prévenir, mais ne pas attendre que la crise soit là pour intervenir. Souvent, c'est trop tard et on n'arrive plus à maîtriser. Lorsque ce centre est créé, c'est là où les femmes peuvent intervenir. Elles peuvent intervenir. Et quand on prévient les conflits, je ne dis pas que ça, on peut l'éviter, mais nous pouvons quand même relativiser. Dans 5 pays de l'espace CEDEAO, ce mécanisme est déjà opérationnel. Les pays comme la Guinée et le Nigeria s'activent pour mettre en place ce centre d'alerte précoce et de réponse aux crises et aux défis sécuritaires avant avril 2019. Les pays déjà qui ont initié pour la première fois vont nous servir d'exemple. Nous allons nous profiter de leurs expériences pour renforcer davantage les capacités du centre qui sera mis en place dans notre pays. C'est une grande avancée pour la CEDEAO et de mettre en place dans nos pays des centres d'alerte précoce. Je pense que c'est un mécanisme qui va nous permettre
de créer toutes les conditions pour une paix durable sur notre continent. L'initiative de la CEDEAO est de contribuer à consolider les acquis démocratiques, de prôner la paix et l'unité nationale en vue de bâtir une sous-région paisible et prospère. L'Afrique veut faire front commun dans la promotion des droits des personnes vivantes avec handicap physique. Ce matin, une rencontre régionale s'est ouverte ici à Conakry. La Guinée a présenté son modèle de protection de ces personnes vulnérables. Mohamed de Camara. L'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées préoccupe la Commission de l'Union africaine. L'instance continentale exhorte les pays africains à promouvoir davantage l'inclusion sociale des personnes handicapées selon les directives de l'organisation. Pour réussir le pari, une rencontre d'échange sur la thématique se tient à Conakry. Strategies in terms of building capacity, both technical and making sure there are systems in place. L'Union africaine est en train de faire cet atelier dans beaucoup de pays, dans beaucoup de gouvernements africains, et dans le cadre de l'appui des personnes handicapées, dans le cadre du financement des personnes handicapées, dans le cadre de l'intégration, de l'inclusion des personnes handicapées. We have a model where we have partnered two countries. Senegal is partnering. Le dispositif de l'Union africaine apparaît à l'horizon, fait apparaître à l'horizon, je m'excuse, une ère nouvelle dans la vie des personnes handicapées du continent, contribuant ainsi à l'éradication de l'extrême pauvreté, fléau dont est victime cette couche de la population. En plus de ce dispositif, le gouvernement guinéen a mis en place un vaste programme d'inclusion touchant tous les secteurs socio-économiques de la vie de la nation guinéenne. Le renforcement de la coopération sud-sud dans le domaine de la mise en œuvre des stratégies régionales pour l'inclusion des personnes handicapées est bien accueilli par la Guinée. Ce projet de l'Union africaine cadre bien avec l'ambition du gouvernement qui s'est doté récemment des textes législatifs et réglementaires propices au bien-être de cette couche vulnérable. L'handicap constitue une priorité aujourd'hui au niveau du gouvernement. Il est en lien avec vraiment la vision d'une Guinée inclusive que Monsieur le Président de la République souhaite réaliser en République de Guinée. Alors, cette activité qui nous aide vraiment dans le renforcement des capacités pour pouvoir élaborer une stratégie inclusive aussi se situe dans le cadre de la réalisation du programme national de développement économique et social. Dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, le respect de l'inclusion des personnes handicapées figure en bonne place. Ces 3 jours d'échange permettront aux acteurs de convenir des outils d'intervention en faveur des personnes à mobilité réduite sur le continent. Le ministère des Mines lance le FODEL, Fonds de développement économique local. Il s'agit d'un outil qui sert de trait d'union entre les sociétés minières et les communautés. Son rôle est de promouvoir le développement à la base à travers les retombées générées par l'exploitation des mines. Valérie Talimani. C'est la toute première étape de la phase d'opérationnalisation du Fonds de développement économique local. La zone économique spéciale de Bokeh abrite les travaux. Les préfectures de Koundara, Gawal, Fria, Boufa, Télimélé et Dinguiraï assistent à la mise en œuvre du FODEL. Ce fonds de développement économique local devra enfin permettre aux communautés riveraines des zones d'exploitation de mieux profiter des retombées de la valorisation des ressources minières. Dans le cadre des réformes engagées dans le secteur minier, dès 2011, avec le nouveau code minier, le chef de l'État a tenu à ce que le développement des communautés soit au cœur du développement minier. Et c'est pour cela qu'il a instruit qu'une partie de ces revenus-là soit payée directement au niveau des collectivités. Nous avions vu quelques essais, mais il a généralisé ça à l'échelle de tout le pays. C'est dans ce cadre-là que le Fonds de développement économique local a été institué. D'un ordre de 0,5% du chiffre d'affaires annuel versé par société minière, les montants réunis par cette action nécessitent cependant une gestion rigoureuse et équitable des fonds. Des bénéfices exclusifs destinés aux populations bénéficiaires
à travers la prise en compte des activités d'autonomisation des femmes et des jeunes. Jamais un fonds comme ça n'a été mis à la disposition des collectivités, donc c'est une première, grâce au gouvernement du professeur Alpha Condé. Deuxièmement, les collectivités qui vont recevoir cet argent auront une satisfaction quant au programme de développement maintenant qu'ils vont élaborer. L'important pour nous, c'est faire en sorte que tout soit participatif. Notre contribution elle est primordiale, d'autant plus que les sociétés minières représentent la source principale d'alimentation du FODEL. Et vous n'êtes pas sans savoir que le FODEL sera alimenté principalement à partir des taxes minières. L'une des missions de la structure de gestion du fonds est la prise en compte de la question de redevabilité. Pour cela, les acteurs vont bénéficier d'une formation sur l'utilisation du manuel et des outils de gestion. Une formation qui va offrir également des capacités nécessaires de décaissement des ressources octroyées par les sociétés minières concernées. Insertion professionnelle des jeunes, l'ASCAD oriente ses modules de formation vers les besoins du marché de l'emploi. À côté, la structure aide les bénéficiaires de stages à monter leur propre projet. L'idée, c'est de développer l'entrepreneuriat jeune. Reportage Mounir Bari et Yaya Silla. Promouvoir l'émergence, l'autonomie, la responsabilité et l'esprit d'entreprendre, ce sont entre autres l'ambition de l'Agence du service civique et d'action pour le développement ASCAD. En partenariat avec le Mérite International, cette structure met sur le marché de l'emploi plus de 350 agents formés dans plusieurs filières. Nous apportons notre plus-value à l'ASCAD pour ces jeunes dans le cadre de l'insertion. Nous les prenons pour 9 mois de formation professionnelle, mais après, on a l'obligation de mettre ces jeunes-là au travail. Donc l'objectif de Mérite International colle parfaitement avec celui de l'ASCAD. Des filières comme l'hôtellerie, les BTP, la sécurité, la maçonnerie, la menuiserie, la soudure et la mécanique sont des filières enseignées. Après 30 ans d'appui au développement en Guinée dans divers secteurs, le représentant pays du Mérite International reconnaît la portée du partenariat avec l'ASCAD. Le programme Mérite est un programme d'éducation non formelle et équilibré, personnel pour les jeunes de 14 à 25 ans, dont il permet aux jeunes d'évoluer dans 4 secteurs. L'apprentissage de l'aptitude, donc l'aptitude, je voudrais donc dire, c'est qui est l'apprentissage des activités pratiques d'ordre économique, l'altruisme, le service communautaire. À travers ces séries de formations organisées à l'intention des jeunes Guinéens, l'Agence du service civique et d'action pour le développement contribue à la lutte contre l'immigration clandestine. À la baie, l'actualité, c'est la FAG, la foire artisanale de Guinée, un rendez-vous pour valoriser le potentiel touristique guinéen. Ce soir, au compte de cette 4e édition, nous nous sommes intéressés à quelques artisans, immersion dans leur univers pour découvrir leur savoir-faire avec Kerna Ousmane Diallo. Juste après avoir franchi le portail principal, le visiteur est d'abord marqué par la dextérité avec laquelle travaillent ces artisans, gardiens d'un savoir-faire ancestral. La foire artisanale de Guinée est pour eux une véritable aubaine pour promouvoir leurs produits et valoriser leurs talents. C'est à Golé. Si tu travailles et qu'on ne voit pas, cela n'a pas d'importance. Cette foire nous donne de la visibilité et favorise une meilleure vente des produits. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous annuel qui mobilise des artisans venus de toute la Guinée et des pays frontaliers. Un espoir dans la revitalisation du patrimoine culturel né de la volonté d'un groupe de jeunes à l'habit. Organiser un tel événement dans une ville située à 450 km de la capitale Conakry, il n'est pas facile de croire en de tels projets, surtout lorsque ce sont les jeunes qui prennent le devant. Et encore une fois, pour ceux qui ont eu l'expression de dire que les jeunes ont du talent et les jeunes peuvent le faire, j'aimerais le certifier ce soir que les jeunes Guinéens peuvent réaliser leurs projets. Ces jeunes sont en train de faire de l'exceptionnel et de l'extraordinaire. Parce que quand l'artisanat s'accommode avec la culture, mais alors c'est un progrès. Et la culture, rappelez-vous que c'est ce qui reste après tout.
Avec les défis liés à la mondialisation, cet espace culturel est perçu comme un moyen d'inviter tous les acteurs à consommer les productions locales pour encourager les artisans à poursuivre leurs belles œuvres. Consommons guinéens. C'est à cette condition que nous pouvons aussi être sûrs et fiers de participer au développement économique de nos terroirs. En encourageant nos artisans, nous les aidons à donner un sens à leur travail, à consolider leur fierté de vivre du fruit de leur labeur. L'événement va s'étendre jusqu'en début janvier. Aux côtés des productions artisanales, les visiteurs peuvent découvrir des pièces muséales datant de plus d'un siècle et demi. Autre fait majeur, la participation de l'Université de l'Abbé pour créer un pont entre la recherche scientifique et le développement artisanal. L'histoire d'amour a duré un peu plus de 3 ans. La diplomate turque arrive au terme de sa mission en Guinée. L'ambassade a organisé une soirée d'adieu pour elle. Son engagement pour le renforcement de l'axe Conakry-Ankara, sa maîtrise du français et sa joie de vivre ont positivement marqué tous les Guinéens. Mikini Moussa Kamara, Mohamed III Kamara. L'ambassadeur turc, au terme de 3 ans de service diplomatique en Guinée, entre définitivement dans son pays. Depuis 2015, elle travaille pour le renforcement de la coopération entre nos deux pays. Nous avons eu l'honneur d'accueillir plusieurs fois le président Alpha Condé en Turquie, à plusieurs occasions, que ce soit bilatéral ou international ou régional. Et d'autres projets qui sont à titre plus humain. On a fait un concert en Turquie avec les stars guinéennes Degji, Forstri et Kandiakora. On est parti en Turquie pour les jeunes étudiants. On a maintenant deux associations. Les jeunes étudiants qui ont terminé, qui sont diplômés de Turquie, les jeunes guinéens diplômés de Turquie. Donc nous avons aussi l'association Fraternité Turquie, Guinée-Turquie, pardon, Fraternité. Donc vraiment, il y a tellement de choses. J'ai été souvent à la Cité de la Solidarité. Nous avons travaillé avec presque tous les ministères. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres projets et je sais que mon successeur prendra soin de tout cela. Il a grandi beaucoup de choses. Amitié, le frère, le investissement et tout ça, là, il a grandi avec le madame. Nous, je suis très content avec eux. Inch'Allah, eux-mêmes, ils sont contents avec nous. Nour Saouman a engagé beaucoup de réformes au niveau de l'Agence turque de coopération et de coordination TICA, la Fondation Maarif et les écoles Maarif turco-guinéennes. En 2017, elle a fait venir la compagnie aérienne Turkish Airlines et plusieurs entreprises en Guinée. Ces œuvres sont visibles dans des secteurs publics, économiques, culturels et construction également. Ce que je garde de cette grande dame, c'est son humanisme, son humilité, sa disponibilité. En fait, Madame Noum est africaine dans son cœur, dans son sang. Elle nous a habitués à elle. Elle a œuvré pour l'amélioration des conditions de vie, de bien-être vraiment des populations guinéennes. Quand je prends le cas du ministère de l'Action sociale, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour les personnes handicapées. Le 50 bus de transport public et les pièces de rechange, l'inauguration de l'usine militaire au camp Alpha Yaya Diallo, les investissements notamment dans les secteurs portuaires, énergétiques, hydrauliques sont des initiatives de Nour Saouman ces derniers mois en Guinée. Bientôt une grande opération coup de balai à Dubrika. La campagne se prépare activement. Les fils du terroir veulent débarrasser la préfecture de cet tas d'ordures et autres encombrants physiques. Cette opération d'assainissement est pour l'instant à sa phase de sensibilisation. Dabi Kamara. Notre capitale abrite à l'heure actuelle plus de 3 millions d'habitants. Naturellement, cette démographie n'est pas sans conséquences négatives sur l'environnement de la ville, comme la production en quantité d'ordures ménagères. Pour les amis de la nature et de l'environnement, il faut agir efficacement pour éviter à notre capitale de perdre son lustre. Cette ONG estime que l'implication de tout le monde constituerait la première étape à franchir, d'où justement l'organisation de cette campagne de sensibilisation à la mairie de Dubrika.
Nous avons dit que nous allons prendre le devant pour venir vers les autorités, discuter avec eux, voir qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions vraiment trouver des solutions on ne pourra pas quand même complètement finir parce que chaque jour, les déchets, c'est quotidien. Chaque jour que Dieu fait du moins, nous produisons des déchets. Mais quand même, nous pouvons prendre des dispositions allant dans le sens de réduire leur impact, non seulement sur notre santé, mais aussi sur notre environnement. L'initiative de l'ONG Les Amis de la Nature et de l'Environnement est vivement saluée par ses participants. Ils pensent qu'elle devrait s'étendre sur les autres communes urbaines du pays. Je suis vivement impressionné par le contenu des thèmes, la pertinence des problèmes qui ont été évoqués. Et je suis confiant sur la stratégie envisagée pour impliquer tout le monde dans le problème de gestion des ordures. Car rien ne peut se faire sans la participation totale et l'adhésion effective de large masse populaire. Savoir qu'une ONG de cette amène s'intéresse à cette activité, vraiment c'est une préoccupation pour moi, c'est un intérêt. Je souhaite vraiment qu'à tous les niveaux des organisations empruntent ce même pas pour que les années à venir que l'on parle de déchets, mais qu'on parle de déchets vraiment de façon moderne. L'ONG Les Amis de la Nature et de l'Environnement a été créée il y a plusieurs années et a beaucoup d'activités menées sur le terrain ici en Guinée. Et pour finir, cet incendie à Boulbinet dans la commune de Kalom, vous allez découvrir les images. Un bâtiment a pris feu ce matin, pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels. Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie, mais grâce aux citernes à eau de la protection civile, les dégâts ont pu être limités. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.